va passer à la 4e table ronde, qui est la dernière table ronde de cette journée, sur le thème de l'entrepreneuriat Deep Tech et sur le fait que c'est avant tout une aventure humaine. Et donc, pour discuter de ce sujet, j'appelle sur scène Franck Boulanger, Lola Laurent, Jérémy Dulou, Ayad Ghanam, Karim Oualalen, Pierre-Édouard Delamy. Voilà, et je vous laisse bonne table ronde, à tout à l'heure. Bonjour à tous, je laisse tout le monde s'installer. Donc on est là pour la dernière table ronde de la journée. L'entrepreneuriat Deep Tech est avant tout une aventure humaine. Donc là il y a 2 volets, il y a le volet aventure, il y a le volet humain aussi, donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter. L'idée c'est de vous laisser vous présenter, de présenter les structures sur lesquelles vous avez créé ces aventures et ensuite de pouvoir échanger ensemble. Vous voulez bien commencer, Jérémy ? Ça marche. Donc bonjour à tous. Donc je suis Jérémy Dulou, fondateur de Bad Connect. Donc ma formation c'est plutôt ingénieur puis docteur ici au LAS CNRS. Et du coup chez Bad Connect on fait des batteries éco-responsables, connectées pour les véhicules électriques légers. Bonjour à tous, je suis Pierre-Édouard Delamy, je suis le cofondateur de X-Pressure et nous développons un dispositif médical qui permet de mesurer la pression intracrânienne au bout d'une aiguille de ponction lombaire. Et c'est un dispositif qui va notamment servir à identifier une maladie qui s'appelle l'hydrocéphalie à pression normale et qui est une maladie qui atteint les personnes âgées tout particulièrement et qui provoque ce qu'on appelle une perte d'autonomie. Voilà. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Ayad Ghanam, le cofondateur et président de 3D Technologies. Je suis moi-même un docteur de l'université Paul Sabatier et ancien doctorant au LAS CNRS. Alors, juste pour vous dire, ce 3D, c'est une société technologique qui développe des technologies innovantes d'interconnexion 3D qui permettent de réaliser des microsystèmes électroniques. Au lieu d'intégrer tout en effet sur la surface, que ça devient une limite, on intègre maintenant les choses d'une manière tridimensionnelle. Et nous, on a développé une innovation qui permet de faire ça d'une manière très, on va dire, facilitée, plus rentable, et surtout qui permet d'ajouter plus de fonctionnalités au système. Et on en trouve donc nos services ou ces technologies dans tout système de communication, comme dans l'Internet des objets, la 5G et la future 6G. Oui, bonjour à tous. Karim Oualalen, je suis le président de Enea Pharm. J'ai fait ma thèse il y a quelques dizaines d'années, un peu plus loin, là, au bout du chemin, là, derrière. Enea Pharm, c'est une société qui développe des médicaments dans le cadre de la sphère gastro-hépato-pancréatique. Les premiers produits que nous sommes en train de développer concernent l'insuffisance pancréatique exocrine, pour lequel nous allons lancer les essais cliniques en fin d'année à peu près cette année. Merci. Et je conclus, du coup, je suis la seule qui n'est pas entrepreneur de ce panel. Donc Lola Laurent, je fais partie de la direction Deep Tech de BPI France et j'ai pour rôle en fait de travailler avec l'écosystème Deep Tech pour imaginer et mettre en place des services qui, j'espère, vont aider le quotidien des startups Deep Tech. Voilà. Merci. Donc on voit qu'il y a pas mal de profils différents, des structures totalement différentes les unes des autres, mais il y en a une en commun. C'est l'aventure que vous avez créée chacun dans votre domaine. Lorsque vous êtes lancé peut-être seul sur ces projets, acquis certaines compétences. Vous avez peut-être aussi rencontré vos co-associés, vos co-actionnaires peut-être. Donc ce sera intéressant que vous puissiez échanger sur cette aventure-là, ce début en fait d'aventure, puisque la création, elle vient souvent de l'humain, d'un homme qui porte un projet, mais ensuite il a besoin d'aller chercher les compétences autour de lui. Ayad, vous voulez commencer peut-être, parce que je sais que vous avez une expérience là-dessus.
Oui, alors nous commençons à démarrer dans le cadre de ma thèse et un postdoc. Après, on a développé la brique technologique de base qu'on utilise chez 3D Technologies. Et après, on s'est posé la question, voilà, je me suis moi-même posé la question, est-ce que je laisse tout ça au fond d'un tiroir et je pars construire ma carrière ailleurs, ou bien j'essaie d'exploiter ce résultat parce qu'il est quand même il était très intéressant et très recherché dans le monde. Et comme j'ai un esprit en effet de challenge et aussi d'entrepreneuriat, donc j'ai décidé de créer 3D Technologies. J'ai commencé à travailler donc sur le projet en 2013 et au lieu de se lancer tout seul, on a créé avec 2 associés donc qui ont participé à la création de cette technologie. On a approché l'incubateur, à l'époque ça s'appelait l'incubateur Méditerranée, maintenant ça s'appelle Nubo. Et en même temps, on a concouru au concours émergence, ça s'appelle ILAB maintenant, de BPI France, qu'à l'époque ça s'appelait OSEO. Et on a été aussi lauréat et ça nous a permis donc d'avoir les premiers briques à la fois pour réaliser certaines formations. Donc c'était des expériences très enrichissantes de la part, par exemple, de l'incubateur Nubo et puis de la part d'Osio avec des premiers financements qui nous ont permis, par exemple, de déposer le premier brevet, de faire l'étude de marché, par exemple, et d'arriver à un point où on s'est dit, tiens, c'est suffisamment, en effet, le retour il était suffisamment bon pour pouvoir créer l'entreprise et c'est ce qu'on avait fait en 2014. Lorsque vous avez créé donc à 3, vous alliez chercher de la compétence supplémentaire ou une autre manière de travailler? Alors, cette création, elle est un petit peu, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je suis, on va dire, le fondateur majoritaire et deux autres associés, ils sont juste détachés à 20% de leur temps dans l'entreprise, c'est-à-dire ils ont gardé leur fonction. Il y a un enseignant et un ingénieur de recherche dans leur structure qui les emploie actuelle. Et puis, ils participaient en tant que conseiller scientifique et ou technique dans l'entreprise. Vite fait, on connaît nos forces et nos faiblesses et on a cherché à complémenter celles-ci, principalement avec de la sous-traitance. Cela veut dire on fait appel à des spécialistes, comme par exemple on travaille avec 2 business developers, donc un français et un allemand, justement pour tout ce qui est partie business development. Alors pourquoi pas un commercial, parce qu'on a créé un peu tôt la structure, donc on avait un niveau de maturité technologique qui était un peu bas et ça a mis un peu de temps pour que ça mature. On y est maintenant, donc là on va commencer à accélérer beaucoup plus rapidement les choses. Mais un business developer, c'était un profil très demandé pour notre activité, d'une part parce que on avait besoin de cette expérience de marché, donc de quelqu'un qui est du domaine et de son carnet d'adresse. Et ce sont des choses qui sont nécessaires pour pouvoir monter un business. Jérémy, je crois que vous êtes à l'opposé dans la structure dans laquelle vous êtes actuellement. Vous la portez tout seul. Oui, c'est ça. En fait, moi, du coup, par rapport à mon parcours, j'avais créé une première société avant BadConnect où je m'étais associé assez rapidement, justement. Et j'ai pu voir qu'effectivement, au bout de quelques mois, on n'est pas forcément super aligné lorsqu'on s'associe vite. Et du coup, j'avais fait le choix pour BadConnect. Donc, j'ai quitté cette première société pour fonder BadConnect. Et je m'étais dit, bon, mais plus jamais je m'associerai. Donc aujourd'hui, je suis plus dans cet état d'esprit-là, parce que je pensais aussi ne jamais lever de fonds. Et donc on s'aperçoit qu'effectivement, bon, il ne faut pas avoir de dogme comme ça. Mais oui, donc je me suis lancé tout seul. Mais par contre, j'étais conscient qu'il fallait qu'au niveau business, j'ai une aide. Et donc, moi aussi, ça passait par une incubation. De se dire, voilà, il faut que je rencontre des gens qui sont compétents là-dedans. Et donc, on a choisi le même incubateur, donc Nubo, qui est sur Toulouse pour le deep tech et notamment avec du hardware, je pense sans tout indiquer,
mener à bien les projets. Et donc, qu'est-ce que m'a apporté justement la partie incubation? C'est qu'on a pu valider le business model, valider comment est-ce qu'on allait vendre nos produits et chercher les premiers business développeurs. Donc nous aussi, c'est vraiment, voilà, quand on crée une boîte, c'est pour vendre des produits et pas pour juste s'amuser comme ça à faire des technos qui ne serviront pas, quoi. Karim, vous, je crois que vous avez un associé avec vous. Oui, c'est ça. Et comment ça s'est agencé, cette collaboration au départ de votre projet? Ça s'est passé un peu naturellement. D'abord, j'avais une boîte précédente que j'ai vendue à un grand groupe pharmaceutique. J'étais obligé de rester quelques années chez eux. Ça a été très dur pour moi et très long, quelques années. Et puis, quand j'ai voulu recréer une autre boîte, j'ai récupéré une partie des gens que j'avais bien identifiés, et en particulier les personnes qui pouvaient m'accompagner sur la partie financière. Ce que je voudrais dire, je reviens sur ce qui a été précisé tout à l'heure. Dans une boîte, il y a un chef. C'est pas la démocratie. Hein. Et dans les boîtes de biotech, on a besoin beaucoup de fonds propres et avoir des ressources financières importantes. Les gens que vous allez voir en face de vous, les investisseurs, ils veulent identifier quelqu'un, le chef, le porteur de projet, celui qui prend les décisions, celui qui prend les risques. Ça a une grosse influence sur la façon dont on voit le rôle du chef d'entreprise, du porteur de projet. Si vous sortez de votre zone de confort, et vous allez sortir de votre zone de confort pour créer une entreprise, c'est que vous avez d'abord la fibre de chef d'entreprise, de créateur, d'entrepreneur. Vous appelez ça comme vous voulez. On les voit vite, ceux qui étaient capitaines de l'équipe de foot. Au rugby, ils sont capitaines alors qu'ils sont tout petits. Ceux qui gueulent derrière les gros, là. On les voit tout de suite, ceux qui ont la fibre. C'est moi le chef, c'est moi qui pilote, c'est moi qui conduis, c'est moi qui prends les risques, c'est moi qui porte le projet. Avant de partir faire quoi que ce soit, il faut déjà être sûr de ça. Et être capable de s'entourer d'une équipe qui vous apportera tout ce que vous n'avez pas. Être chef d'entreprise, c'est aller chercher les ressources. Vous avez besoin de spécialistes en propriété industrielle, vous allez trouver la personne. Ou la structure, le sous-traitant, le partenaire, ce que vous voulez. Être chef d'entreprise, c'est d'abord ça. Et l'aventure humaine, elle commence là. Savoir si on veut vraiment se lancer pour prendre tous ces risques et devenir le responsable de tout. Parce que là, vous ne pouvez plus vous cacher. Fini. Voilà un message très clair. Mais en fait, il faut le prendre d'une manière positive et ne pas avoir peur. Mais, en contrepartie, une fois que vous y avez goûté et que ça s'est bien passé, vous ne reviendrez plus en arrière, c'est fini. Parce que c'est une expérience fantastique, c'est une aventure. Et ceux qui ont goûté, même si ça s'est mal passé, on y revient toujours. Donc c'est pas mal. Donc je vois quelques visages là, j'ai l'étincelle dans les yeux. Si je me permets juste de rajouter un petit mot, ce que dit Karim, il est très important, dans le sens où voilà, il faudrait un chef. Et on a assez souvent en fait l'envie de créer à plusieurs. Et deux amis, par exemple, qui veulent créer une entreprise. Et la plus grosse erreur, c'est de créer en fait avec 50% de part entre les deux associés. Vous allez vite fait en fait trouver que quand on fait du business, pas mal de fois l'amitié elle n'y est plus. Et en fait, il n'y a personne qui a le pouvoir. Et vite fait, en fait, moi je connais pas mal d'exemples de boîtes qui ont fermé juste à cause de ça. Donc vous avez pu rebondir, donc vous avez sorti de la première boîte et vous avez créé une autre. Mais assez souvent, en fait, si vous allez vous lancer avec des amis, il faudrait choisir le chef. C'est lui qui portera le chapeau, c'est lui qui prendra le risque, c'est lui qui va faire tourner l'entreprise. Et donc c'est lui qui aura le pouvoir, donc la décision, donc qui aura plus de parts dans la société. Voilà. Et par contre, il ne percevra pas de chômage. Alors, quand on crée, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on a besoin de certaines compétences, certains acquis, on va en acquérir d'autres, mais il y a aussi l'idée de la légitimité à avoir. C'est important de pouvoir s'associer avec la bonne personne qui, elle, va porter cette légitimité quand on ne l'a pas, par exemple. Pierre-Édouard, vous, dans votre expérience de création de la structure que vous avez évoquée tout à l'heure, comment ça s'est passé, cette orientation ? Oui, alors ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ce qui est important, c'est
d'essayer quand le projet démarre, de structurer une équipe complémentaire. Voilà. Parce que nous, par exemple, c'est un projet de santé. Donc il y a à l'origine un médecin, un neurochirurgien, mais après il va falloir recruter des gens, trouver des industriels avec lesquels travailler, il va falloir lever des fonds, il va falloir franchir les différentes étapes réglementaires qui sont très compliquées dans la santé. Je crois que mes collègues à côté sont d'accord avec moi. Donc il faut essayer de s'entourer et de structurer une équipe la plus complémentaire possible. Donc moi j'ai rencontré un médecin qui m'a dit qu'il voulait être entrepreneur. Moi j'ai dit ben super, je suis entrepreneur qui cherche un projet de santé. Et donc on s'est associés ensemble. C'est le pilier, lui c'est le pilier scientifique du projet. C'est 25 ans de sa vie. Et moi, je lui apporte cette partie plus levée de fonds, business, commercialisation. Et après, si on n'a pas forcément dans l'équipe chaque personne pour chaque domaine d'expertise, eh bien, il faut savoir s'entourer des bons experts. Donc effectivement, passer par des prestataires. Il y a des entreprises qui font ça très bien sur de l'accompagnement réglementaire, de l'industrialisation. Il faut trouver les bons partenaires expérimentés. Pourquoi ? Parce que vraisemblablement, vous aurez tous besoin, à un moment donné, sauf pour certains chanceux, de lever des fonds. Et l'investisseur, quand vous arrivez et que vous avez entre les mains uniquement un projet, en réalité, il met son argent évidemment dans le projet et la techno, mais il met surtout l'argent dans l'équipe, dans l'exécution. Vous pouvez avoir la plus belle idée du monde et la meilleure techno. Si vous n'êtes pas capable d'exécuter correctement, ça ne marchera jamais. Et donc, ce que l'investisseur va regarder, c'est les hommes. Qui sont les hommes qui portent le projet et est-ce qu'ils sont capables de le mener à bout? Surtout dans des projets de santé qui peuvent prendre 2, 3, 4, 5 ans avant d'être mis sur le marché et de générer le premier euro de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est très important d'essayer dès le début de penser à cette structuration et comment je vais pouvoir bâtir et m'entourer des personnes les plus compétentes avec chacun un domaine d'expérience bien précis. Lola, d'ailleurs, je crois que dans cette expérience-là de rencontre, vous proposez, il y a un programme qui est proposé. Oui, exactement. Et en fait, ce que tu dis, ça fait vachement écho à une analyse qu'on a fait chez BPI France auprès d'à peu près 1200 entrepreneurs deep tech. Et on s'est rendu compte que les startups deep tech qui étaient montées en équipe avaient 50% de chances de lever. Et lever souvent 1 an avant les autres startups. Donc forcément, il y a des exceptions. Mais on s'est rendu compte que c'était important effectivement de travailler en équipe et c'était très important que l'équipe soit complémentaire. Donc souvent un profil de recherche qui est à la genèse du projet et un profil plus business, commercial, financier qui vient rejoindre l'équipe. Et c'est cette complémentarité-là qui était très valorisée dans la deep tech. Voilà. Et effectivement, on travaille là depuis à peu près 2 ans avec une quarantaine d'organismes de transfert dont Toulouse Tech Transfer fait partie. Et avec eux, on a créé un service qui s'appelle Tandem, qui est hébergé sur la plateforme lesdeeptech.fr. Et c'est un service qui permet en fait de faire du recrutement d'associés dans la deep tech. On s'est rendu compte que souvent les chercheurs à l'initiative des projets deep tech avaient parfois du mal à identifier et à entrer en contact avec justement ces profils business complémentaires. Et on a mis en place avec une quarantaine de partenaires, SAT, organismes de transfert, ce service qui permet aux porteurs de projets de publier des offres d'emploi et de les faire rayonner et d'avoir vachement plus de retours que ce qu'ils avaient avant. Là, le service est sorti en septembre. Depuis septembre, on a eu plus de 100 offres publiées sur la plateforme, une trentaine de matchings qui ont été des succès. Parce qu'effectivement, nous, on va travailler à se rencontrer les porteurs de projets. Mais ensuite, il y a toute une période de fiançailles et de connaissances entre les deux profils qui est hyper importante. Et c'est souvent là aussi où rentrent en compte les organismes de transfert, les incubateurs ou accélérateurs comme le NUBO qui vont aussi accompagner tout ce processus. Voilà. Tout à l'heure, on parlait de l'importance de l'association. Jérémy l'a expérimenté de façon un peu chaotique. Pierre-Édouard, lorsque vous avez rencontré donc, ce chirurgien, comment vous avez appréhendé la relation qui allait se mettre en place? Vous aviez des compétences chacun différentes. Et derrière, il y a une histoire d'homme finalement.
Oui, il y a une histoire d'homme. Après, il y a aussi une histoire de répartition entre guillemets, des rôles dans l'entreprise. Moi, mon associé Eric est neurochirurgien, il continue à travailler à l'hôpital, donc il ne peut pas consacrer 100% de son temps au projet. Donc il faut regarder déjà dans l'équipe qui consacre quel temps au projet. Et puis ensuite, voilà, comme je crois ce que disait Karim tout à l'heure, après il faut désigner effectivement un porteur numéro 1. Un chef, si je puis dire entre guillemets, qui va être l'interlocuteur principal avec les partenaires, les investisseurs, etc. Voilà. Karim, vous avez parlé de compétences tout à l'heure. En tant que chercheur, on n'est pas la science infuse, même si on va la chercher. On va acquérir certaines compétences. On en a plutôt des techniques sur le sujet que l'on porte. Mais derrière, comment est-ce qu'on fait pour acquérir les compétences qui manquent ? On va les chercher ailleurs, mais soi-même, on a besoin aussi de s'alimenter. Comment ça s'est passé pour vous ? Moi, après la première expérience, j'ai constaté que j'avais beaucoup de lacunes. J'étais déjà conscient d'avoir pas mal de lacunes. Et après être passé dans grande lessiveuse, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de lacunes. Donc j'ai fait comme beaucoup. Je me suis inscrit dans une école de commerce, l'EM Lyon. Je suis allé les voir, j'ai tapé. On m'a dit, vous pouvez faire cette formation, celle-là. J'ai pris une des formations et ça a duré tout un hiver là, et j'ai appris. Je me suis perfectionné sur certains points qui étaient à perfectionner. Et j'ai un peu mieux appréhendé ressources humaines, le compte de résultats, le crédit d'impôt, toutes ces choses passionnantes. Je vois qu'il y en a qui sourient. Bienvenue. Voilà. Et puis après, voilà, on fait l'acquisition des bases, on renforce ses points faibles comme ça. Mais il y a d'autres technos, il y a d'autres possibilités. Moi, ce que j'avais bien apprécié aussi, lorsque j'étais passé chez Nubo, là, je vois qu'ils discutent, les gens de Nubo, c'est un très bon accompagnement. Essayez de faire les deux choses en même temps. Lorsque vous créez votre boîte, si vous êtes vraiment un scientifique, faites une formation, les IAE, les écoles de commerce, des choses comme ça. Et puis si vous avez en plus la possibilité d'être suivi par des gens comme Nubo, là, il y a Nelor qui fait ça très bien, ils sont capables de vous apporter un complément, même qui est bien complémentaire de ce qu'on peut voir dans les écoles de commerce. Alors, moi, c'est comme ça que moi je me suis préparé pour cette seconde aventure. Je rebondis juste sur ce que dit Karim. Oui, c'est alors 100% d'accord avec Nubo, hein. Salut Anne-Laure. Mais moi, ce qui est important, c'est il y a un phénomène d'acculturation. Moi, je débarque je faisais de la finance avant, je débarque dans un milieu médical, je me retrouve dans des hôpitaux à discuter avec des neurologues, des gériatres. Et voilà, au fur et à mesure, on s'acculture, on voit comment on parle l'autre, on finit aussi par apprendre comme ça, acquérir des compétences comme ça. Alors, je ne serai jamais médecin et je n'aurai jamais 10% des compétences qu'ils ont, mais en tout cas, on s'acculture et vice-versa. Quand on s'associe avec un chercheur, c'est pareil, on lui apprend à parler à des investisseurs, ce qu'il faut raconter, le storytelling, une levée de fonds, comment ça se passe, voilà. Donc il y a une acculturation aussi qui se fait de chaque côté en fonction des compétences de l'autre. Jérémy ? Et du coup, oui, en plus de, par exemple, l'incubateur, ce qu'il peut y avoir, c'est qu'il y a plein de réseaux de clubs d'entrepreneurs. Donc il y a le réseau Entreprendre, Créalia, et des clubs aussi, je pense au club Galaxy notamment, ou dans tous les tiers-lieux aussi, où on va discuter entre sociétés, entre patrons, et on va beaucoup apprendre aussi là-dessus. Et après, demander aussi à son expert comptable et en fait à tous les gens qu'on a mis en place, le cabinet d'avocats, et ça se fait naturellement, hein. Mais par contre, il faut le vouloir, quoi. C'est-à-dire que si on ne le prend pas en main, tous ces dossiers-là, et qu'on laisse des gens gérer à notre place, là, je pense que c'est sûr que ça ira pas loin. Julie pardon, Lola. Lola. Pas de souci. Non, mais il y a aussi les concours d'innovation qui sont un bon levier pour monter en compétences, que ce soit sur des compétences que vous venez d'évoquer, mais aussi sur la posture. Et tout à l'heure, tu parlais d'e-lab, mais il y a aussi le concours e-PhD qui, lui, va s'adresser aux doctorants et aux jeunes chercheurs qui portent un projet deep tech, se posent la question d'entreprendre et ont envie un peu de tester leur projet. Donc il y a tout un accompagnement autour de la techno et de la structuration du projet d'entrepreneuriat, mais il y a aussi un accompagnement vraiment autour de la posture.
en tant que chercheur ou doctorant, quelle place je souhaite prendre au sein de la start-up. Il y a plusieurs options qui sont possibles. On travaille avec Deep Tech Founders, avec Ad-Hoc Talent Management sur comment je me positionne en termes de poste et comment je me positionne en termes de posture plutôt. Donc les concours d'innovation peuvent être un super levier justement en création pour tester un peu son appétence à l'entrepreneuriat et développer de premières compétences business si on est chercheur et vice-versa. Si je me permets juste de rajouter une autre source qui n'a pas été citée, des courses en ligne. Des plateformes comme Coursera ou autres, ils ont beaucoup de courses en ligne qui sont dispensées par les plus grands noms d'universités de tout le monde. Certaines sont gratuites, certaines sont payantes, donc n'hésitez pas à faire des tours à ces plateformes. Moi, j'en ai fait pas mal de ces formations. Il y a même certaines qui sont diplômantes et vous pouvez pas mal apprendre de celles-ci. C'est l'aventure humaine que l'on porte, mais elle déporte souvent du côté professionnel. C'est-à-dire qu'on va commencer un projet, il va nous prendre du temps, il va nous prendre de l'énergie. Comment est-ce que vous avez géré cette situation-là dans votre environnement personnel, par exemple? C'est aussi ça l'aventure entrepreneuriale, au final. Qui veut se lancer? On dort moins. Les week-ends, il y en a moins. Les vacances, il y en a moins. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ça commence à se lancer. Voilà, après le plus vite possible, une fois qu'on a passé la crête de la création pure et dure et qu'on commence à avoir un peu d'argent, l'équipe est structurée, le projet commence à marcher, il faut être capable de lever le pied un petit peu, quoi. Parce que si on veut durer sur la longueur, il faut être capable de lever le pied, parce qu'autrement, si on a le nez sur le guidon, ça ne va pas. Je voulais rajouter un petit point sur ce qu'on a dit tous, là, sur comment se former, récupérer les savoir-faire auprès des gens qu'on connaît, la famille, tous les moyens sont bons. Moi, ce que j'ai constaté auprès des différents porteurs d'entreprise, je parle des biotech, je ne parle pas des autres domaines, c'est que dans l'ensemble, le plus difficile pour nous, c'était la partie juridique. On a une vraie infirmité juridique, j'hésite pas à le dire, on ne connaît rien au droit. Et les gens qu'on a en face de nous, ce sont des spécialistes du droit. Le droit des contrats, le droit des ressources humaines, comment structurer un pacte d'actionnaires, comment structurer un conseil d'administration, pourquoi un conseil d'administration, pourquoi un conseil de surveillance, enfin, tous ces aspects juridiques qui sont fondamentaux dans la vie de l'entreprise, le développement du projet et les futurs deals que vous aurez avec l'industrie, il faut, même si vous n'êtes pas capable de vraiment les maîtriser, mais il faut au moins comprendre ce qui se dit. Les enjeux qui sont derrière tout ça sont colossaux. Et donc, moi, je conseillerais à toute personne qui veut se lancer vraiment dans la création d'entreprise de trouver un moyen pour avoir une petite formation sur ces aspects de droit. Les aspects juridiques sont fondamentaux et pour moi, ça a peut-être été au début le plus dur, mais qui a été le plus simple à réaliser parce que mon frère est avocat. Donc, je suis allé voir le petit frère, donc ça s'est bien passé. Mais je peux concevoir que c'est peut-être plus difficile encore que d'avoir même les formations en ligne qu'on peut avoir sur les MOOC d'écoles de commerce ou les choses comme ça. Ouais, pour moi, c'est peut-être le plus critique. Voilà, et puis après, on reprend les vacances, mais au bout de 2-3 ans, quoi. Voilà. Jérémy, quand on est tout seul, qu'on va lever des fonds, ça prend du temps, bien sûr. Cette partie personnelle se passe comment? Donc effectivement, je suis à fond dans le boulot, mais par contre, je l'ai toujours fait passer avant la partie perso. C'est-à-dire que depuis que j'ai créé Bad Connect, je me suis marié, j'ai eu un petit, et donc je me suis pas dit il faut que j'arrête de vivre. Donc c'est sûr que c'est pas facile à concilier parce qu'effectivement les heures on les compte pas. Donc il y a moins de vacances, c'est assez dur même quand on est en vacances de pas regarder ses mails pour voir s'il y a des clients qui ont appelé ou s'il n'y a pas le feu à la boîte. Mais il faut effectivement arriver à couper. C'est pas simple. C'est un combat de tous les jours, quoi. Pierre-Édouard, on arrive bientôt à la fin. Dans l'idée de cette création, vous avez dit je voulais porter un projet en santé. Ça veut dire que si vous deviez donner un conseil sur ceux qui veulent se lancer pour porter un projet,
pas forcément de leur idée. Comment aller chercher ce partenaire pour créer cette aventure? C'est ce qu'on tu disais tout à l'heure, c'est que c'est difficile. Moi, j'ai fait un peu le tour des incubateurs. Voilà, il faut se promener, il faut rencontrer du monde. Je pense que quand on est un chercheur dans un labo, je pense que la meilleure chose, c'est d'aller voir des gens comme Nubo, qui ont quand même un bon réseau d'entrepreneurs et qui sont capables de vous mettre en relation avec des gens, avec des profils comme le mien, qui peuvent de vous accompagner. Voilà, moi j'ai fait ça, j'ai cherché, j'ai rencontré, je suis toujours curieux. Il ne faut pas hésiter à toquer aux portes, même des gens qu'on ne connaît pas, aller sur LinkedIn, regarder dans la presse. Dans la presse, on parle souvent de quelqu'un qui a développé ça dans tel labo. Pourquoi pas aller le contacter directement et lui demander s'il a besoin d'aide, qu'il veut en faire une entreprise. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, il faut toujours oser. Moi, je suis parti de tout le principe qu'il faut... il faut aller défoncer la porte si elle s'ouvre pas. Non, mais c'est vrai. Enfin, je vais raconter une petite anecdote, mais moi, je viens du monde de la finance, et quand je faisais mon école de commerce à Paris, le Graal, c'était de travailler chez Goldman Sachs. Alors, tout le monde voulait bosser chez Goldman Sachs. Et un jour, il y a un mec de chez Goldman qui est venu et qui nous a expliqué comment on faisait, etc. Et il y en a plein qui n'osaient pas postuler. Et il a dit, mais c'est idiot. Qu'est-ce que ça vous fait de postuler? Au pire, on ne vous répondra pas, ou alors on vous dira non, on n'est pas intéressé par votre profil, mais ça ne va pas vous griller, personne ne va vous jeter, etc. Donc, il faut toujours tenter. Et moi, ça a toujours été comme ça. Moi, je suis dans un incubateur, je me suis présenté, j'ai demandé s'il y avait des projets en cours. C'était même pas un projet de l'incubateur, mais j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait un médecin à l'hôpital qui avait développé un petit truc. Et voilà, j'ai demandé d'être mis en relation et ça s'est avancé. Donc il faut toujours oser, il ne faut pas avoir peur. Et avec un peu de chance, on finit par trouver. Merci. On arrive vraiment à la fin cette fois-ci. Je vais vous demander pour vous, l'un après l'autre, qui commence comme vous voulez, les 3 points clés qui font que cette aventure entrepreneuriale pour vous est indispensable. Pourquoi vous vous êtes lancé? Ces 3 points clés qui font que, au final, vous ne reviendriez jamais en arrière. En fait, pour moi, c'était vraiment l'envie de pouvoir faire changer des choses. Donc, là, c'était sur des batteries, donc créer des batteries plus propres et répondre à une vraie problématique qui a un enjeu en fait sur la société. Et c'est ça aussi, si je reviens sur la partie équilibre vie pro, vie perso, là, qui drive tout en fait. Si on n'a pas de but, ou si le but n'était pas suffisamment ancré en nous, je pense que c'est difficile justement d'arriver à maintenir un équilibre, parce que c'est trop dur, ça demande quand même beaucoup d'investissement. Et donc si on ne l'a pas fait pour les bonnes raisons, effectivement, voilà, ça peut être compliqué. Alors pour moi, c'est question d'ambition. Même quand j'étais étudiant en master, je me souviens, et que je voulais chercher à faire une thèse, je savais que ma place n'était pas dans la recherche. Et donc du coup, j'ai cherché une thèse CIFRE, donc qui est financée par une entreprise, parce que je voulais derrière en fait s'ouvrir dans le monde plutôt privé que le monde public. Et même dans le monde privé, je ne me voyais pas en tant qu'un ingénieur ou docteur en train de travailler dans un poste avec des tâches assez fixes. Je ne peux pas vivre comme ça. J'aime bien toujours le challenge et les aventures et voir quelque chose se réaliser. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer cette entreprise. Donc je ne reviendrai pas en arrière, non. Karim? Moi, c'est un peu pareil. L'envie de créer une boîte, j'avais pas mal de techno, des produits qui étaient super intéressants que je voulais voir arriver au bout. Je suis passé dans la pharma, donc j'ai vu le temps qu'il faut dans la pharma et le différentiel avec les boîtes de biotech, ça va beaucoup plus vite chez nous, donc j'avais vraiment envie de le pousser, le produit. Donc ça, c'était le deuxième point. Puis le troisième point, c'est je voulais retrouver quelque part un peu de liberté, être aux commandes, la liberté, voilà, tout ça. C'est l'essentiel. Quand vous êtes chef d'entreprise, une fois que vous y avez goûté, c'est vous le chef. Vous avez une liberté totale. Ben oui, c'est vrai, il faut passer à côté d'histoire. Il y en a qui recherchent la reconnaissance. Moi, ce n'était pas le cas, mais c'était le fait de faire les choses comme je voulais les faire, quand je voulais les faire. C'est moi qui prends les décisions. Voilà.
Et ça, c'était indispensable. En sachant juste un truc, c'est qu'effectivement, on est libre de faire ce qu'on veut, mais on est aussi contraint, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on ne peut pas poser sa démission et partir comme ça. Donc, voilà. Voilà, ça oui, par contre, c'est vrai. Donc, ouais, grosse responsabilité, mais effectivement, liberté absolue. Pierre-Édouard, pour finir. Oui, comme Karim, je pense l'indépendance, la liberté, l'ambition de porter un projet qui part de zéro, vraiment. Et puis, pour moi, à titre personnel, la beauté de conjuguer à la fois un projet d'entreprise et un projet de santé. Voilà. Faire si je peux le dire plus vulgairement, faire du business, mais en même temps, faire en sorte que les patients soient mieux soignés, qu'on identifie plus de pathologies. Voilà. Donc, je trouvais que la combinaison des deux, c'est vraiment pour moi le plus beau modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours voulu porter un projet de santé depuis longtemps. Merci. On avait prévu un temps de questions. Je ne sais pas s'il y en a. A priori, tout le monde a été très très clair. Donc, pas de créateur. Bien, ils ont eu peur, je ne sais pas. Ils ont eu peur. On a tout dit, peut-être on a tout dit. On finit par une bonne note. En français, on dit prendre un risque quand on crée. On en a parlé juste avant. En anglais, c'est take a chance. Donc voilà, portez votre chance.